Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde inconnu. C'est toujours avec un plaisir immense que nous vous retrouvons sur ces antennes pour vous parler de la métaphysique, de la spiritualité, des moments également où vous et nous pouvons échanger. Au programme ce soir, vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion, la page pratique, le SOS téléspectateur. Vos messages sont attendus au numéro qui va s'afficher au bas de votre petit écran. Professeur Emmanuel Lipote, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Georgette Mboumé. Un bonsoir renouvelé à tous ceux qui font confiance à Canal 2 et particulièrement ceux qui choisissent ces temps précis de rester éveillés pour nous suivre et aussi ceux qui nous suivent sur YouTube. D'accord. Voilà. Comment vous allez ce soir, professeur Emmanuel Lipote? Oh, je vais bien. Alors, est-ce qu'il vous arrive de manger du pain? Oui, mais colonisé, néocolonisé, je crois que on n'évite pas du pain. Même si on peut appeler ça pain complet ou pain quoi, quel que soit le nom qu'on donne, c'est toujours du pain, voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, la consommation du pain peut s'avérer néfaste pour la santé. Vous aurez des éléments de réponse, oui. professeur Emmanuel Lipote, dans la première partie de la chronique. À tout de suite. Maladie occulte et pain quotidien. Répondant favorablement à votre demande de décrypter métaphysiquement le phénomène du pain quotidien, car vous vous demandez que pourquoi de tout temps la prière chrétienne, notre Père Céleste, s'adressant à Dieu, en met-elle l'accent? Oui, on dirait l'important de cette prière est l'affaire de ce fameux pain quotidien. Un récit religieux sérieux, plus que sérieux d'ailleurs, car il concerne la nourriture dans le sens le plus large du terme, d'une part, Dieu étant interpellé, et d'autre part, le sens égoïste, où l'homme, avant tout, pense d'abord à son ventre. On dirait que c'est du chacun pour soi et Dieu pour tous. Une bonne manière d'adresser à ces derniers nos supplications, oraisons et implorations. Cette demande serait juste un souhait que la journée puisse nous réserver abondamment de la nourriture, de peur de mourir de faim. L'aspect récital de ce texte religieux semble prouver qu'il est en fait normal de limiter notre vie sur la nourriture au lieu d'aller droit au but, car l'homme ne vit pas que du pain, mais de la nourriture qui réjouit le corps, l'esprit et l'âme. Et d'aucuns diraient peut-être que le pain symbolise la nourriture de manière globale. Pourtant, il y a une volonté expresse de mettre en exergue le mot pain dans le but de stigmatiser les esprits pour que, par la force des choses, que le pain soit devenu l'aliment le plus prisé du marché dans le cadre du commerce international. Dans une telle prière, qu'allait-il être si on disait notre bâton de manioc quotidien ou notre mitumba quotidien? N'est-ce pas, tout le monde allait se mettre à manger le mitumba ou les bâtons de manioc sans retenue. En Afrique, par exemple, depuis l'ère coloniale, le pain est devenu un aliment incontournable en ville comme au village. Pour cela, c'est le seul aliment de valeur qu'on peut garder à un parent ou à quelqu'un de cher pour lui rendre content. Il peut être accompagné de boîtes de conserve aux poissons formalisés, la sardine par exemple. Pour notre santé, malheureusement, on ne nous dit pas si le pain est effectivement hygiénique ou pas. Le pain du jour ou le pain quotidien, une simple expression commerciale. Elle a été introduite dans un récit sous forme de prière en un bon sous-entendu d'un certain aliment à vulgariser. Ce fameux pain donne lieu à une quelconque publicité suscitant son avantage commercial au fil des années, incomparable à d'autres aliments. Au fond, sans risque de nous tromper, le pain tel qu'il est commercialisé depuis lors est bel et bien un agent de trouble digestif, un activateur de perturbations endocrines.
Ces effets électromagnétiques vibratoires, à conséquence de dualité occulte, suscitent des mécanismes fonctionnels négatifs censés fragiliser le côté hormonal de l'organisme. Alors, en dehors de ces causes classiques, en de causes occultes négatives, il fragilise le corps et le rend accessible aux sorts tous azimuts. Envoûtement, magie noire, manœuvres de la sorcellerie et autres. Résultat, en quelque sorte, le pain est devenu le patron de tout aliment sur le marché. Sauf que ces méfaits de perturbateurs endocrines ne sont malheureusement pas mesurés ou révélés. Seuls ces bienfaits sont forcément édictés. Malgré qu'ils continuent à favoriser les troubles fonctionnels au point de provoquer des maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, hypertension, artériosclérose, etc., par la voie de la constipation, notre gentille prière du Père céleste en question continue à en être dite, car elle demeure formelle dans son soutien au pain quotidien. Professeur Herman Neglipote, pourquoi la prière chrétienne, notre Père céleste, met l'accent sur le pain? Bon, là, je ne peux pas répondre avec... je demande l'avis d'un métaphysicien, professeur Herman Neglipote. Non, je vais y aller. J'ai dit, je ne peux pas y répondre comme un chrétien. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi? Parce que ce que pense le chrétien de cette prière, bon, à moins que je ne me trompe, est d'abord différent du clergé aux disciples, c'est-à-dire aux chrétiens lambda. C'est d'abord déjà différent parce que le pain ici, c'est une manière de dire qu'il faut que nous ayons de quoi manger. Bon, donc on se lève le matin, la préoccupation de l'homme étant de chercher à manger tant pour lui que pour sa famille. Il s'avère évident que cette prière aille dans le sens de vouloir trouver de quoi manger en sortant de chez soi. Pour ceux qui travaillent et même ceux qui ne travaillent pas, il faut sortir pour aller se frotter avec l'extérieur parce que c'est par là que tu pourras revenir à la maison avec du pain. Bon, alors maintenant, du point de vue métaphysique, le pain, c'est quelque chose qui voudrait dire un savoir, une sagesse, la connaissance. C'est-à-dire que cette prière date d'avant Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a écrit cette prière. Déjà que Jésus récitait deux prières, il récitait Notre Père qui est aux cieux, dont le Père céleste, et il récitait également nos prières, Notre Mère la terre. Alors, les chrétiens ne sont au courant que de cette prière du pain, parce que cette prière du pain, comme je venais de dire, a une connivence avec ce qu'on doit avoir dans la journée. Alors que l'autre côté, c'est-à-dire l'autre prière, Notre Mère la terre, là, on parle du bienfait de la marmelle nourricière qu'est le sol, avec ses produits maraîchers qui sont de nature à nous mettre à l'abri des maladies, en observant le fait d'attendre de cette mère, de ce que ça peut être notre nourriture. Et là, peut-être là-bas, serait un peu une prière qui est liée directement à la nourriture, mais à la valeur de l'alimentation pure. Parce qu'il y a trois types d'aliments. Il y a l'aliment positif, on l'a toujours dit ici, l'oxygène, l'aliment neutre, l'eau, et puis l'aliment négatif, les nutriments. Bon, maintenant, l'aliment négatif, qui est l'aliment le plus considéré, nous devons chercher ce qui est de pur, de naturel. D'où la nouvelle expression est entrée
sur le marché de l'alimentation. Il s'est fait vulgariser quand on parlait de l'alimentation bio. Alors donc, le pain, pour les chrétiens, j'ai essayé de dire qu'est-ce que c'est. Pour le côté métaphysique, ça prend une autre connotation. Voilà. D'accord. Professeur Herman Yeglipot, dans la chronique, vous parlez de l'envoûtement, la magie noire, les manœuvres de la sorcellerie. Quel rapport y a-t-il avec la consommation du pain quotidien? Bon, alors, tout ce que nous faisons a tendance à nous fragiliser ou à nous protéger. Bon, si nous mangeons mal, nous souillons notre sang. Si notre sang est souillé, il est fort probable que notre protection, disons métaphysique, disons mystique, qui est une protection qui n'a pas besoin d'avoir un bon féticheur à ses côtés, ou bien d'avoir un bon pasteur qui sait prier pour vous, ou qu'on ait des bonnes paroles à l'égard de son Créateur, on est d'emblée protégé. Parce que c'est comme si on est conscient du fait de ne pas traverser la route sans regarder s'il n'y a pas de véhicule. C'est aussi comme si on est conscient du fait qu'on n'est plus des bébés pour attendre à ce qu'on nous fasse traverser la route. De même, nous devons être conscients que ce n'est pas le pasteur qui peut nous assurer une protection divine, ou alors une certaine médecine, mais que nous soyons conscients nous-mêmes qu'on n'est pas majeur par rapport à l'âge. Et on n'est pas vieux aussi par rapport à l'âge, parce que n'est pas vieux celui qui est âgé, mais celui qui a compris. N'est pas majeur celui dont la loi de son pays lui donné la chance, de par son âge, à être considéré comme un majeur. On est majeur parce qu'on a pris conscience des responsabilités qui sont les siennes, à mettre en pratique une autodétermination vis-à-vis de sa protection. La protection étant le bien-être. Et le bien-être ici étant l'équilibre, tant du point métaphysique que du point physique. Voilà. Professeur, le pain, c'est un aliment, j'ai envie de dire quoi, qui sort du sol. À la base, on a le blé, professeur. Alors, dans la fabrication du pain, on retrouve les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. On retrouve dans le pain l'expression de toutes les forces de la nature qui se combinent au service de la vie. Alors, qu'est-ce qui rend le pain nocif? Est-ce la mauvaise composition? Est-ce l'excès? Pourquoi ça nuit à la santé? Et pourquoi c'est aujourd'hui qu'on en parle? Ça fait des années que nous consommons le pain, professeur Herman Yeglipot. Oui, mais qui en parle? C'est ça, c'est même ça l'objectif de notre émission. C'est de parler des choses que les autres peut-être savent mieux que nous, mais qui refusent d'en parler. C'est comme si nous abordons des sujets peut-être très utiles d'ailleurs, mais qui sont inutiles pour la masse. Parce que c'est s'attaquer un peu à des habitudes des gens. Le pain, on peut dire que c'est un complot contre le blé. Bon, parce que le blé, c'est le blé, le pain, c'est le pain. Même si l'origine du pain peut être du côté du blé, des céréales telles que le blé, le pain peut bien être fait à base du manioc, à base des ignames, à base des tubercules. Oui. Bon, en tenant compte d'un certain nombre d'aléas, des paramètres pour que ce pain-là soit digeste. Parce que la première chose qu'on remarque au pain, c'est qu'il constipe. Et la constipation est la mère des maladies.
Parce que c'est la constipation qui fragilise toutes les parties du corps. Tous les systèmes fonctionnels de l'organisme, que ce soit métabolique, que ce soit lymphatique, que ce soit dans la circulation sanguine et tout, la constipation, y injecte un déséquilibre du fait de la rétention des déchets qui viennent de l'alimentation. Alors maintenant, si un aliment ne digère pas, c'est un aliment nocif. Et si un aliment est nocif, même de côté psychique de l'organisme, c'est-à-dire la double dimension du corps humain en prend un coup. Et c'est ce coup-là qui fait en sorte que on peut imaginer à un certain instant qu'on a juste une maladie physique parce que l'indigestion aussi entraîne des troubles fonctionnels allant dans le sens d'une simple difficulté au niveau de l'estomac, des simples problèmes d'estomac, jusqu'aux troubles métaboliques, du moins jusqu'aux troubles allant dans le sens des cardiovasculaires, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension et autres. Alors donc, lorsque on ne digère pas, lorsque le sang n'est plus équilibré, parce que le sang de l'homme est, disons, le côté qui a plus de force. C'est pourquoi dans certaines religions et dans certaines régions du monde, le sang en général n'est pas autorisé d'en consommer, sauf quand il faut le faire de manière rituelique. Donc il faut couper la tête de la bête, le sang coule et manger la chair. Bon, c'est pourquoi on pense que les animaux étouffés, même au niveau de la Bible, ne devraient pas être des aliments à conseiller. Bon, donc c'est pourquoi souvent on diabolise un peu le gibier, c'est-à-dire des viandes de brousse. Parce qu'on suppose que peut-être c'est mort par étouffement, on n'a pas eu le temps de vider de son sang. Parce que à partir du sang, il y a une condensation d'énergie, l'esprit et tout, qu'il faut élaguer et manger la chair qu'on pense que ça n'a pas tous les éléments que le sang a. Voilà. Donc, notre sang, comme le sang de tout ce qui est du monde animal, est toutefois bien entretenu, c'est-à-dire une alimentation qui va dans le sens de ne pas souiller ses sangs. Ça développe une possibilité d'avoir une protection aurique, c'est-à-dire notre aura. Le champ qui couvre notre organisme au niveau de la peau va prendre de l'ampleur et puis à force de mener ce mode de vie un peu restrictif, on finit par développer un aura de protection qui peut faire en sorte que le champ vibratoire de cette protection peut aller à plus de 1 km de rayon. Bon, donc tout ce qui a comme mal, que ce soit les accidents naturels ou disons métaphysiques ou physiques, c'est-à-dire les sorts jetés, l'envoûtement, la sorcellerie et tout, rien ne peut pénétrer ces champs magnétiques et vous atteindre. Mais alors que vous n'avez pas acheté des bagues contre danger, vous n'avez pas eu des chevalières, des ordres initiatiques outre mesure, vous n'avez pas de colliers, ni des parures ou des vêtements spécifiques, mais c'est même quelque chose qui peut aller que même jusqu'au niveau de l'armée. Vous faites partie de l'armée, mais vous évitez des attentats ou bien on tire sur vous
ça ne vous atteint pas, non parce que vous étiez même au courant, c'est seulement la personne qui tire qui se rend compte que maintenant, elle tire en l'air. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous avez une protection aurique. Mais cette protection-là prend de la vigueur en fonction de votre détermination de mener ce genre de mode de vie sans badiner, sans toutefois tricher. Voilà. Mais professeur Herman Neglipote, est-ce que des personnes autour de cette personne, de l'autre là, qui est protégée, vous avez dit quoi, 1 kilomètre de cette personne, un champ magnétique d'environ 1 kilomètre, est-ce que des rayons, des rayons, oui. Est-ce que son entourage peut également bénéficier de ce champ magnétique, de cette protection-là? Oui, c'est possible parce que le père de la famille est un toit. Parce que lorsqu'on dit le toit, c'est aussi quelque chose de symbolique. Le véritable toit n'est pas la maison, parce que tout le monde ne peut pas avoir des maisons. Oui. Voilà. Mais vous avez votre femme, vous avez vos enfants, vous dormez dans le caniveau, ils sont protégés, parce que tu assures leur protection par rapport à l'amour que tu portes vis-à-vis de toi-même d'abord, en refusant de faire n'importe quoi, et vis-à-vis d'eux. Ils sont là comme une poule qui a ses poussins, et qui protège ses poussins de manière instinctive. Voilà. D'accord. Du coup, est-ce que c'est ça qui explique le fait que des fois, qu'on dise à un homme, cette femme vraiment, on ne la veut pas. Et lui, il dit, non, elle reste. Je sais pourquoi je dis qu'elle reste. Je sais pourquoi elle doit rester. Est-ce que ça explique cela? Est-ce que cette personne parfois peut porter chance? Est-ce que ça explique souvent ça? Bon, les rapports entre l'homme et la femme, c'est d'abord le rapport de convivialité. Je voudrais qu'on reste dans le cadre du champ magnétique. J'y vais. J'y vais. Oui. J'y vais. Bon, peut-être que j'ai une habitude de rentrer dans les réponses des questions sous des angles pour apporter plus d'explications. Je vais donc dire que le rapport entre l'homme et la femme, c'est d'abord des rapports de convivialité qui passent par la bonne affinité. Alors, ce qui fait que tu deviens, comment on peut dire, parce qu'on dit que, c'est-à-dire, tu deviens l'autre. Parce que c'est d'abord des rapports du point de vue charnel. Vous avez consommé l'intimité, mais du point de vue métaphysique, cette intimité a dû donner d'autres vibrations, a créé un champ vibratoire qui fait que tu es entré dans l'autre, l'autre t'a reçu, et puis ça crée un champ. Et maintenant, avec un peu d'affinité, un peu de convivialité, vous vibrez à l'unisson. La protection peut aller d'un côté comme de l'autre, comme si c'était un cercle fermé avec une balle qui tape dans tous les sens dans ce cercle, comme un vase, mais en forme de cercle, avec une balle comme la balle de tennis, et qui fait des mouvements à l'intérieur. Donc vous vibrez à l'unisson. Vous vibrez à l'unisson au point où, de par la bonne affinité, vos vibrations deviennent identiques. Et là, l'un ne protège pas l'autre spécialement, mais vous vous protégez. C'est-à-dire, vous êtes dans un champ de protection, ce qui fait que même les enfants qui naissent, ils naissent dans le même champ. Et c'est une autre évolution qui s'impose à cette fois-là, comme une récompense à cette famille.
D'accord. Voilà. Nous allons proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de la chronique. L'alimentation face au grand mal de la civilisation, le manque de l'éducation. Tout en restant dans la donne métaphysique, mettons le doigt là où ça devrait faire plus mal. C'est le manque de l'éducation. Une éducation sans initiation. L'époque d'aujourd'hui marque une preuve, celle de l'absence de la connaissance à prodiguer ou à propager pour l'intérêt d'une société particulièrement vouée à la spiritualité. Nous devons commencer dès le bas âge, à la maison, par nos parents, à avoir une éducation qui est initiatique, eux-mêmes ayant été éduqués de la même manière. Puis les églises ou les missions devraient avoir des missionnaires qui ne devraient pas être des messieurs qui arrachent aux indigènes poules, œufs, chèvres, moutons et autres pour leur nourriture, mais qui devraient servir d'exemple de par la chasteté et autres comportements décents par ricochet. La décadence commence dans ces systèmes éducationnels taillés sur mesure sur des concepts de personnes influentes de la société. On enseigne ce qu'on trouve logique soi-même ou ce qui est logique pour un groupe de personnes. Les personnes plus audiencées sont les rusées. Elles brillent en arrogance et en cupidité, car parce que rendues vedettes par les circonstances favorables à l'impudicité, à la déviance, à la dépravation, ces personnes finissent par devenir des exemples de la société, des leaders d'opinion, et leur manière de vivre doit servir aussi d'exemple. On va fumer de la cigarette parce que on veut imiter ces personnes-là. On va aller même jusqu'à imiter leur manière de manger, eux mangeant essentiellement de la chair et même capables de manger de la chair humaine. Le drame est qu'il faudrait des siècles pour que cela change. À voir aujourd'hui comment vivent ou se comportent les personnes qui se disent civilisées, on a du mal à se retrouver. Chaque enfant admire une personne qui est grand à ses yeux. Cette personne est même à ses yeux Dieu. Il essaie de faire comme elle, surtout si celle-ci fait des choses facilement imitables, telles que de mauvaises pratiques. La prostitution, l'alcoolisme, la bouffonnerie, la tuerie, etc. On imite ce qui n'est pas bon facilement plus que ce qui est bon à faire. Il n'est que normal de constater que les peuples qui ont civilisé, colonisé les autres peuples ont plutôt mis ceux des gens colonisés en proie d'infantilisation. Le cas patent de peuples africains. On entend dire certains d'entre nous que ce qui dépasse l'homme blanc, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Un tel langage sort le plus souvent des bouches des personnes hautement diplômées, Bac plus 15. Nous tenons à revenir sur la primordialité de l'alimentation spirituelle pour l'équilibre de l'essence de vie et passer par la connaissance du bien et le mal ne serait donc pas facile si on ne s'attelle pas à une alimentation qui permet à ce que le cerveau puisse bien fonctionner. Notre espoir est que un jour viendra où l'homme va cesser de manger ce qui lui tue, ce qui lui rend agressif, bref, ce qui lui conduit en enfer pour ne se pencher qu'à une alimentation qui se mange au paradis. Belle anecdote, n'est-ce pas? Professeur Herman Neglipot, quel est l'intérêt métaphysique de l'éducation alimentaire? Bon, alors, si les gens avaient été éduqués à la connaissance de cause à effet, de chaque acte qu'on pose, que le monde serait en train de fonctionner de manière autrement. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il y a beaucoup d'animosité, il y a l'exploitation de l'homme par l'homme, il y a l'impérialisme, il y a ça dans tous les sens, simplement parce que nous ne comprenons pas que dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai comment vous pensez, comment vous fonctionnez dans vos pensées. Alors si
vous remarquez très bien, les décideurs du monde ont une alimentation très très artificielle. Et là, les décisions de tuer les gens en masse ne les échappent pas. C'est des vents en guerre. Bon, simplement parce que le fonctionnement de leur cerveau est en rapport avec ces déchets, que d'aucuns sont dans une arrogance formelle, ailleurs de l'idiotie. Alors donc, l'alimentation spirituelle, le mot colle dans le sens à expliquer le spirituel comme étant le chemin, devrait donc être quelque chose qui nous facilite d'entrer dans le chemin, ce chemin servant à ce que le divin qui est en nous puisse évoluer, puisse éclore. Parce que les religieux nous disent que nous sommes les fils de Dieu, parfois, tout en mettant l'accent que c'est Jésus qui était son fils unique, et deux fois, on dit, nous tous nous sommes les enfants de Dieu. Bon, comme pour dire, il y a une différence entre enfant et fils. Bon, Jésus, lui, il est le fils, et nous, on est les enfants de Dieu. Lui, il est le fils de Dieu. Bon, alors, ça fait quoi? Ça fait que si nous pensons que Dieu est utile à nous, faisons-le dans le sens de dire qu'il est où en nous? Bon, parce que nous, souvent, dans cette émission, on dit toujours que Dieu, c'est la vie avec grand V. Donc, c'est une énergie vitale. C'est cette énergie-là qui entre en nous, toutefois, née un certain jour, avant qu'on ne devienne des bébés. Parce que sans cette énergie, qu'on peut appeler bibliquement soufflet de vie, nous ne serions pas là, toi et moi. L'autre qui nous écoute, celui qui nous regarde, on ne serait pas là. Alors, cette énergie qui est grand V, c'est ça Dieu. Et c'est entrer dans nous pour que nous soyons nous. Et comment entretenir cette énergie en toute pureté? C'est là où il y a un problème d'alimentation. Et si nous pensons que parmi les aliments qui sont nuisibles, et très nuisibles même, il y a le pain. Il va de soi que dans le cadre d'une émission éthique que nous prétendons, si d'autres gens peuvent dire que peut-être c'est une arrogance, proposer à ceux qui nous suivent, dans le cadre d'une émission éthique, ça ne peut pas échapper qu'on parle du pain. Parce que si nous parlons du pain et nous parlons de maladies occultes, c'est que nous faisons allusion sur le fait que l'occulte est la chose la plus difficile à comprendre. Vous pouvez aller à l'hôpital, avoir une maladie occulte, mais on vous soigne, on soigne le côté physique de cette maladie. Et vous ne guérissez pas. Et vous croyez que les personnes qui vous soignent bluffent. Heureusement que le protocole de la médecine officielle étant un protocole officiel et mondial, pour la plupart des cas, sauf erreur médicale, on en fait confiance. Mais malheureusement, il s'avère souvent que ça va de mal en pire en continuant à faire confiance à ces protocoles. Et pourquoi ça va de mal en pire? Parce que la maladie est occulte. Et la maladie est occulte, mais pourquoi on la voit dans les analyses? C'est ça la question. Oui, professeur. Bon, mais parce que parfois, des ténèbres naissent la lumière. Donc, on peut bien avoir une maladie qui est un sort qu'on a reçu, un sort jeté, mais qui
ressemble un peu à l'occulte, à une maladie classique. Parce que si quelqu'un sait ce que c'est que la biologie occulte, il peut utiliser les moyens occultes pour atteindre les organes comme le foie, le pancréas et les reins facilement. Il te bloque le fonctionnement du pancréas, le diabète s'installe. Et officiellement, tout le monde sait que tu as le diabète, y compris toi-même. Tu n'iras jamais voir un féticheur pour te soigner. Alors que c'est un diabète occulte. Médicalement parlant, on va dire, oh, ça ne guérit pas, arrêtez, le diabète ne guérit pas, donc tu perds ton temps. Et toi, dans l'esprit de quelqu'un qui a abandonné, s'est abandonné à ses propos, tu ne peux pas continuer à faire tes investigations et puis tu vas plutôt continuer à boire les médicaments. Et ça devient comme quelqu'un qui te dit, mange de mes beignets parce que tu auras toujours faim. Bon. Donc il y a ces problèmes du pain qui viennent donc comme pour dire que même le pain, il faut faire attention. Parce que nous avons l'habitude de parler des médicaments, de parler de ceci, de parler de cela. On a parlé de formules alimentaires dernièrement en disant que si c'est quelque chose qui est entré dans notre actualité là maintenant, mais on en mange depuis dans les boîtes de conserve, dans les produits industriels qui sont des produits alimentaires. Et on boit même de l'huile qui prend base l'huile raffinée qui se veut l'huile alimentaire, qui prend base dans l'hydrocarbure. Il y a plein de choses lorsqu'on fait des recherches approfondies, qu'on n'est pas resté collé dans les cahiers de cours, les cours d'université, les cours je ne sais pas quoi, et qu'on se dit diététicien, et qu'on a planché, on a un doctorat, on est même professeur agrégé en diététique, on donne même les cours de diététique et tout. Mais il y a les petites choses de rien du tout qui, du point de vue mystique, métaphysique, en les consommant, nous ne sommes pas à l'abri des attaques de la sorcellerie et autres. D'accord. Professeur Herman Yaglipotre, avant qu'on ne commence cette émission, vous me disiez que en matière de naturopathie, on n'importe pas les produits. Les vibrations sont différentes. Hors antenne, oui. Oui. L'alimentation a un sens. Si on cultive les céréales dans un environnement, on fait du pain sans levain, donc le pain sera moins souillé. Et aussi que le sol, l'environnement dans lequel, par exemple, si vous avez votre plantation de café, la production de votre café, vous torréfiez ça, vous en prenez comme tout le monde. Ce café-là a des vibrations à partir de ces particules, même de purification, dans le sens de nettoyer les radicaux libres, donc les cellules mortes et tout, 10 fois mieux que le café importé. C'est la même chose avec vos oranges, de votre oranger, vous avez vos mangues de votre manguier, vous avez les citrons de votre citronnier, tout ça planté aux alentours de votre concession, pour ceux qui ont la chance de vivre avec un jardin où ils peuvent planter les arbres. Alors, vous aviez quelque chose de formidable qui va se passer dans votre vie. Parce que les arbres savent qu'est-ce que c'est que l'amitié. Si quelqu'un ne travaille pas et qu'il a un arbre fruitier, et qu'il en fait un ami. Alors, et que son objectif, son but à atteindre, c'est d'avoir du travail. Le fait de se mettre en contact avec cet arbre fruitier, surtout le manguier,
pendant un bon bout du temps, il trouvera un travail décent. Alors, si lui, il ne veut pas de travail, il veut se battre, comme on dit souvent, je me débrouille. Oui. Il aura chaque jour de quoi manger pour nourrir sa famille, tout en restant l'ami du banquier, l'ami de ce banquier. C'est donc pour dire quoi? C'est donc pour dire que si tu laisses ton champ de cacao à un inconnu, tu voyages. La production cacaoyère de cette année ne sera pas au top comme d'habitude. Quel que soit l'amour que la personne va porter à ces plantes, les plantes là ne vont pas produire suffisamment des cabosses de cacao comme d'habitude. Dès que tu reviens, la récolte repasse au top. Parce que l'amour que tu portais à tes plantes de cette plantation est ressenti parce que c'est des êtres vivants, contrairement à ce que nous croyons. Voilà, que peut-être que les êtres vivants, c'est seulement nous, et surtout lorsque nous parlons la même langue. Parce que parfois, le fait de ne pas parler la langue de quelqu'un donne l'impression que la personne ne doit pas être, il n'est pas nécessaire qu'elle soit plus proche de soi. Et pourtant, si la langue nous divise, la religion et la couleur de la peau, ce n'est pas pour autant ignorer que nous sommes tous de la même race, parce qu'il y a la race humaine, voilà, pas la race de peau et de couleur de peau. D'accord. Voilà. Donc du coup, pour être en bonne santé, on gagnerait à manger chez soi. Hein, professeur Emmanuel Pote? On gagnerait à manger d'abord chez soi, et on gagnerait peut-être à faire des petites... Parce que même si on a un petit espace comme ça, on peut cultiver ses carottes. Oui. Bon, mais ce n'est pas ce qu'on fait, parce que moi, je dis souvent, tu toises une personne ou les gens, 3 doigts t'étoisent. Je crois qu'on comprend ce qu'elle veut dire. D'accord. On va proposer à nos téléspectateurs la réflexion et l'évocation, et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Le sujet aujourd'hui est: de quelle couleur était Adam? Blanc! Silence, je vous en prie, silence! Nous allons commencer avec Mikhail Lebovitch. On vous écoute. Adam a été créé à l'image de Dieu. Et la couleur de peau choisie fut le blanc. Nous étions tous blancs au début. Mais après le déluge, Noé et ses fils sortirent de l'arche. Noé maudit la descendance de son fils Ram, et parmi eux son petit-fils Canaan. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Genèse chapitre 9, verset 25. Kama est une priorité pour les Elohim, car ce continent, ne l'oublions jamais, qui a été peuplé par les premiers humains que les Elohim ont créés. Adam et Ève étaient noirs, je l'ai dit, je le répète, parce qu'on a tendance à l'oublier. Alors, ensuite, comme vous le savez, et c'est pour ça que j'ai récemment nommé 2 éminents professeurs guides honoraires de l'humanité, la civilisation africaine était florissante, était merveilleuse, quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Et puis, c'est monté, puisque, comme le disent ces 2 éminents professeurs, l'Afrique des pharaons, que les Européens ont blanchi tout d'un coup parce que ça leur déplaisait, qu'il y a eu des civilisations avancées qui étaient noires. Ça, c'était insupportable, parce que sinon,
ça ne pouvait pas cadrer avec la colonisation et avec l'esclavage. On ne colonise pas des gens qui sont plus avancés que vous. On colonise des gens qui sont un peu des singes, un peu en arrière, un peu... et on esclavagise aussi des gens comme ça, mais pas des gens qui sont plus en avance que vous. De la même façon qu'un des généraux de Napoléon, quand il est arrivé en Chine, quand il est arrivé, ils ont colonisé toute l'Asie, évidemment, l'Inde, puis la Chine, quand ils sont arrivés à Pékin, le Français, persuadé de sa supériorité, comme ils le sont toujours, à Versailles, le plus beau palais du monde, il arrive et il voit le palais d'été de l'empereur de Chine, qui fait ressembler le Versailles à une niche à chien, parce que c'est tout petit à côté du palais d'été. Et non seulement extérieurement, mais la beauté, la culture, le raffinement, les écrits, tout ce qui est dedans est tellement plus beau que la culture française qu'il est en colère et qui fait brûler le palais d'été de l'empereur de Chine, qui va brûler pendant des mois tellement il est grand, parce qu'il ne supporte pas. Ils ne peuvent pas coloniser un pays dont la culture est plus belle que la leur. C'est la même chose en Afrique. Vous savez que, comme ces deux professeurs l'ont dit, la civilisation grecque, parce que ça c'est le mythe de la civilisation grecque qui a donné la plus belle civilisation du monde, pas du tout. Il y avait parmi les Grecs des Noirs aussi. Et maintenant, et ces deux professeurs commencent à le dire, tout vient de vous, tout vient de vous. Alors, il faut arrêter, et les Raéliens sont particulièrement responsables d'enlever ce complexe d'infériorité qu'il y a chez les Noirs, de se dire « Ah oui, mais les Blancs ont tout inventé ». C'est pas vrai, c'est faux. Vous avez tout inventé. Les Elohim sont avec vous dans ce combat qui est un combat très long. Vous travaillez pour vos enfants et vos petits-enfants, mais il faut le faire. Parce que de la même façon que vous devez, par respect pour vos arrière-arrière-grands-parents qui ont été massacrés et esclavagisés, abandonner les religions occidentales, la langue occidentale. Je vous parle en français, j'espère que dans le futur, je pourrai vous parler en anglais. Pourquoi ? Parce qu'il faut rejeter la langue française. La langue française, c'est encore un instrument de la francophonie, la francophilie. C'est un instrument pour vous conserver en infériorité. Il faudrait que toutes les écoles des anciennes colonies françaises apprennent l'anglais, qui est la langue internationale de facto, de fait. Et puis, par respect pour vos ancêtres, comme l'a très bien écrit Uriel dans son livre, un noir chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres. Il faut vraiment que vous preniez conscience de ces chaînes mentales. Mao Tse-tung l'avait dit, une vraie révolution est d'abord culturelle. Il faut que cette révolution culturelle se passe dans votre tête. Vous êtes des descendants de civilisations très anciennes, beaucoup plus riches et beaucoup plus anciennes que les civilisations blanches. Vous avez tout en vous. Vous vivez sur un continent où il y a toutes les richesses. Vous avez des génies en herbe et adultes. Ces deux professeurs en sont des exemples. Vous avez les plus belles femmes du monde. J'en vois qui sont ici assises au premier rang. Vous avez tout. Alors, redressez-vous, peuple de Kama. Faites plaisir aux Elohim. Devenez réellement indépendant. Professeur Herman Yaglipot, un mot par rapport à cet élément? Bon, cet élément, c'est pour réfléchir. Hein. C'est pour réfléchir parce qu'il faut qu'on réfléchisse. Bon, c'est vrai que, vraisemblablement, l'Afrique est en train de se réveiller. Bon, mais là, il y a un petit hic. On va se réveiller politiquement. Il faudra qu'il y ait aussi l'éveil au niveau des corporations, c'est-à-dire l'éveil au niveau de la tradition. Bon, il faudra qu'on s'approprie de tout, oui. de tout, ce qui est de la société moderne, qu'il y ait une manière de repenser le système scolaire vis-à-vis de l'économie, le système scolaire vis-à-vis du droit, parce que la justice, telle que c'est implémenté dans
le monde aujourd'hui. Alors, si vous échouez un procès, parce que le magistrat a pris un pourboire, ou bien il a mal apprécié la loi, il ne sera pas puni. Il faut faire l'appel. Et quand on fait l'appel, le deuxième juge vient voir avec son équipe que, mais attends, la loi était mal interprétée. Aucune punition. C'est-à-dire la personne qui a mal travaillé a toujours rendu justice. Bon. Alors, c'est des petites choses pareilles qui font en sorte que le système occidental capitaliste de son État ne prête pas le flanc au sérieux. Et le sérieux aussi, c'est que ça ne prête pas le flanc à la protection de l'être humain. L'être humain, c'est un instrument qu'on utilise pour faire marcher le système, tel que ceux qui sont par rapport aux questions des rapports de force et autres, les tenants du système, tels qu'ils le veulent. Alors donc, il faut que les peuples du monde entier se réveillent, pas seulement les peuples africains, parce que ce qui se passe en Afrique, beaucoup de mensonges y traversent. On parlait du développement, l'aide au développement. Bon, les Européens qui suivent ça, les Français par exemple, prenons le cas de la France, ont pitié de nous que, ouais, on cherche à ce qu'ils se développent, ils ne se développent jamais. Et depuis plus de 50 ans, on est à la case départ. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc moi, je pense que ça, c'est juste une réflexion, hein, Oui. qui concourt à du fait qu'on ne peut pas avoir un mode de vie sain si on ne comprend pas comment fonctionne le monde. Si on ne sait même pas, en tant que noir, ou en tant qu'Africain, ou en tant que blanc, ou en tant qu'Européen, hein, qu'est-ce qui a accordé dans la manière d'entretenir les cerveaux des gens? Parce qu'en fait, la paix ne peut pas être possible dans le monde si nous ne sommes pas ensemble en train de voir la vie dans la même direction. La paix ne pourra pas être possible. Si chacun tire la couverture de son côté, c'est comme quand on est couché au lit et qu'il fait froid, madame veut le drap, monsieur veut le drap. Voilà. On se retrouve que le drap est d'un côté. Ça c'est humain, d'accord, mais il faudra qu'on essaie de bien comprendre que on peut faire autrement les choses, on peut faire les choses autrement. Voilà. Bon, alors des fois même on sait, mais on garde la foi, professeur Herman Neglipour. Que ça va changer. Ça va changer. Alors, avec la prière. On garde la foi. Alors, on va prendre la page pratique qui parle de la foi aveugle. Le culte de méditation face à la prière, 4e partie. La prière et la foi aveugle tuent l'être intérieur. La prière telle qu'elle est définie par ceux qui en font confiance et la pratique à tue-tête au quotidien comme étant le seul moyen de parvenir à Dieu, souvent avec son lot de problèmes pour en bénéficier de sa grâce, n'est-il pas normal de se demander si elle n'est pas qu'un simple instrument de lamentation et ou un outil d'adoration diligenté vers une entité, à savoir celui-là que l'on appellerait le Créateur, Dieu? Si la réponse à cette question est que oui, comme s'il était prouvé que c'est Dieu lui-même qui le recommande, c'est qu'il s'avère que la raison d'être de l'existence de l'homme n'est en principe celui qui signifie que soit un appât pour l'assouvissement de l'orgueil et de l'arrogance de son Créateur. Un fait extrêmement assourdissant, de quoi réaliser que ce Dieu-là attend beaucoup de l'homme, apparemment pas le contraire, vu que l'homme ne puisse l'imaginer. Si tel n'est pas le cas, comment expliquer toutes les misères qui accablent l'homme, qui s'abattent sur lui en des maux de toutes sortes,
en des difficultés de toute nature, mettant parfois son existence en péril. Autrement dit, comment serait-il possible que du règne minéral, en passant par le règne végétal, jusqu'au règne animal, le stade où se trouverait l'homme depuis lors, lui qui serait le résumé de toutes les forces qui se dégagent de ce trois règnes en termes de vibrations tant physiques qu'occultes, et qu'il ne soit pas à même d'en bénéficier. Pourtant, tous ces points d'interrogation nous interpellent pour nous ramener à un niveau de compréhension qui émane de la connaissance permettant de savoir comment les énergies cosmiques implémentent toute leur puissance en ces trois règnes et comment l'homme en profiterait si jamais il en savait l'existence et étudierait toutes les manifestations vibratoires électromagnétiques ou non en vue de mieux s'en servir. Pour parvenir dans la profondeur d'une telle connaissance, il faut oublier tout ce que vous avez jusqu'ici eu comme enseignement, surtout à l'école. Une école classique coloniale sous plusieurs branches, voire néocoloniales, sur la base des normes tant religieuses et de cours d'enseignement diplômants que des normes politiques au profit d'une hégémonie impérialiste. Ici, l'homme n'est point au centre de la vie. Une hégémonie de formatage des cerveaux qui tourmente l'homme dans sa relation intime avec les forces cosmiques, Dieu pour du vrai. Le renvoi vers l'autocréation d'un Dieu sur mesure, le Dieu de vos cerveaux formatés, le Dieu fait à votre image, puis inversement, dire que c'est lui qui vous a créé à son image. Un Dieu de circonstance qui vous anime et qui serait une grâce pour votre existence, vous réclamant à jamais de manière aveugle votre foi. Pourtant, c'est juste une sorte d'idolâtrie qui n'a besoin de représentation de votre idole que sur l'imaginaire de votre propre pensée, à savoir une quelconque existence d'une entité aussi grandiose soit-elle. La pratique de la spiritualité sur la base de la foi aveugle est un délit contre l'évolution spirituelle proprement dite. Elle tue l'être intérieur, voire le Christ en vous. Oui, elle détruit à jamais en vous son existence tant matérielle que spirituelle. Le fait de faire foi à la prière est donc une dangereuse pratique pour toute personne qui tient à la renaissance de son âme dans les meilleures conditions. Cette personne s'empêche le développement de ses pouvoirs restés à l'état latent, lesquels, toutefois développés, l'atteinte de l'élévation de son état christique se fera sans faute. Bon, disons que ça raffermit, ça dit la même chose, du moins c'est un élément qui vient en soutien de ce qu'on venait d'expliquer tout à l'heure. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Prenons le SOS téléspectateur. Nous avons un téléspectateur, professeur Herman Neglipot, qui dit n'avoir rien saisi du champ magnétique. Ouais. Bon, alors c'est un peu compliqué d'expliquer certaines choses et pourtant nous devons tout expliquer. Ouais. Oui. Nous devons tout expliquer parce que l'émission n'est pas forcément un cadre initiatique du genre hermétique, rentrer dans un couloir où on trie les qui suivent. Au contraire, tout le monde doit suivre. Bon, alors, l'organisme de l'être humain respire. Au niveau de la peau, on respire. La peau respire. On remarque souvent que une personne peut être couchée, la transpiration atteint un niveau à pouvoir mouiller le matelas, sans que ça soit que la personne est malade. Et là, c'est l'effet de ce champ magnétique qui se fait physique, c'est-à-dire palpable. Hein? De même, quand une personne a atteint
un niveau d'obésité. Parfois même, disons pas sous le climatiseur, mais on peut bien le dire, la personne émet une certaine chaleur pendant qu'elle dort et ronfle. Tout cela, ça fait partie des vibrations qui sont palpables. Alors, au-delà de ça, si vous mettez l'abat-jour et vous faites comme si vous tenez à l'opposé de la personne, peut-être au niveau des pieds, en se mettant à une certaine distance, vous pourrez remarquer qu'il y a comme une petite fumée qui sort du corps de la personne. Mais là, il faudra bien que vous ayez un bon sens d'observation pour y arriver. C'est tout ça qu'on appelle des champs magnétiques. Bon, on peut bien expliquer ça de plusieurs manières, mais je préfère utiliser cette manière-là pour que la personne comprenne. D'accord. Voilà. Nous avons ce message de Touré Ibrahim au Mali. Mes salutations à vous, chers patriarches. Merci pour tout ce que vous faites pour la postérité. Merci beaucoup pour votre encouragement. Ivan, depuis la ville de Ngaoundéré, quel est le pain de protection le plus efficace? Quel est le bain de protection? Le bain? Le bain. Ah. Le bain de protection le plus efficace, c'est celui qu'on entre dans l'eau jusqu'au niveau du nombril. On peut appeler ça bain naturel. Et on y reste, soit on n'a pas chauffé l'eau, ça peut être un cours d'eau, on s'assied, et puis on restait pendant longtemps jusqu'à attraper froid un peu de l'autre partie du corps où il n'y a pas l'eau. Mais si on fait des respirations profondes de manière très rythmée, ça va susciter plutôt un fourmillement qui va provoquer le fait de ne pas ressentir ce froid-là. Avant maintenant de se laver de tout le corps, qu'on ait déjà fait une quinzaine de minutes au moins assis dans l'eau. Voilà. Okay. Nous avons ce message d'Ivan à Essos. C'est quoi une maladie occulte? Il ne comprend toujours pas, professeur. Alors, une maladie occulte peut être de deux manières. Celle qu'on ne voit pas dans les analyses, dans l'équipement, à partir de l'équipement des hôpitaux ou des laboratoires qui sont assermentés à faire des analyses, et celle qu'on voit pourtant. Et là, il y a des maladies qu'on ne voit rien, mais le malade développe une maladie qui ne fait pas de doute, soit sur sa peau, ses mains se dégagent des blessures imaginaires comme si c'est des griffes et le sang coule, ou les lames de rasoir qui ont dû passer par là, mais on ne voit personne en train de blesser la victime. Bon, donc il y a plein de situations pareilles. Il y a des maladies qu'on a rêvées, des couches de nuit, les ci, les ça. Et ces rêves-là sont tels que le lendemain, du moins le jour arrivé, on a tout ce qu'on a rêvé en physique. Alors qu'hier, en dormant, il n'y avait pas un problème de pathologie. Vous étiez en santé, il n'y avait aucun problème. Mais tout ce que vous avez rêvé comme attaque et qui a eu pour résultat une certaine maladie, vous vous sentez malade de cette manière-là. Et deux fois même, il y a des personnes qui sont tellement attaquées que
elles sont obligées d'aller se faire soigner quelque part. Voilà. Juste rappeler aux téléspectateurs que le numéro qui s'affiche au bas de l'écran est uniquement réservé aux SMS. Les appels se font hors antenne. Nous allons prendre ce message de Fabrice depuis Douala. Il y a de cela quelques années que je vis un calvaire. J'ai eu à faire plusieurs métiers. Je n'ai jamais fait 1 an dans un métier et même quand je trouve de l'argent et que je veux investir ou que je veux acheter quelque chose d'important, je me retrouve toujours en train de dépenser cet argent inutilement et ne me rends compte qu'après avoir tout dépensé. S'il vous plaît, professeur, venez-moi en aide. Je suis sûre qu'il y a un souci spirituel. Disons, vous dites Monsieur Calvin, hein? Monsieur Fabrice depuis Douala. Voilà, Fabrice. Alors, Fabrice, prenez votre mal en patience, on va étudier votre problème. On va essayer de vous communiquer mon numéro personnel et puis ensemble, nous allons étudier ce problème et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Nous allons prendre ce message de Patrick depuis Tchang. Quel conseil donneriez-vous à un diabétique sur le plan métaphysique, comportemental ou alimentaire? La première chose, c'est que je vais dire aux diabétiques que le diabète, c'est le dysfonctionnement du pancréas. Ce n'est pas une maladie du sang. À vouloir soigner ça avec pour but de rééquilibrer le sucre dans le sang et caler sur cette façon-là, on risque de vivre avec son diabète toute sa vie. Alors maintenant, si c'est que c'est dans ce dysfonctionnement du pancréas qu'il faut chercher la chose, ça veut donc dire qu'on doit savoir qu'est-ce qu'il faut manger, qui serait bien pour le pancréas et comment digérer. Déjà, comment purifier les tubes digestifs au départ. Et à partir de là, manger des choses qui digèrent et qui sont de nature à apporter de l'aide au pancréas, au fonctionnement du pancréas. Là, comme ça, le pancréas, dans son travail, parce qu'il doit travailler pour qu'il y ait le glucagon qui va augmenter le taux de sucre dans le sang et l'insuline qui va baisser le taux de sucre dans le sang. Dans son travail d'épidalage, alors l'équilibre va se produire naturellement que de boire des produits qui vont entrer dans le sang, venir encore perturber le fonctionnement du pancréas. Parce que ça dépend. Vous pouvez prendre l'insuline qui entrer dans le sang va, comme c'est un produit artificiel, va encore venir affaiblir le peu d'énergie que le pancréas avait au départ. Voilà. On va prendre ce message de Donatien depuis le Burkina. Quels sont les aliments que vous nous conseillez, professeur? Merci pour l'émission. Alors, la première chose, je dis souvent, je conseille comme premier aliment la manière de respirer qui est une manière de consommer d'oxygène. Mieux consommer l'oxygène, c'est quelque chose qui apporte plus de chances à mieux réfléchir. Alors, donc, le matin, on prend de l'eau chaude, un verre d'eau, de manière à ne pas se brûler quand même, mais ça doit être bien chaud. Vous prenez ça sans sucre, sans miel. Et puis tout juste après, vous prenez un verre d'eau fraîche. Après avoir fait une petite, tout cela précédé par des exercices respiratoires. On fait d'abord des exercices respiratoires profondément. On inspire pendant 60 secondes. On arrête on bloque l'inspiration pour quelques secondes seulement pour ne pas s'incommoder. Et puis on expire aussi pendant 60 secondes. On fait ça jusqu'à ressentir des fourmillements. Directement après, on boit. On peut faire ça pendant 5 minutes. Pourquoi pas même
même plus. Et tout juste après, on boit donc de l'eau chaude. Quand on a bu de l'eau chaude, on boit l'eau fraîche. Là, vous avez déjà votre petit déjeuner du matin. Parce que la respiration, c'est un aliment. L'eau, c'est un aliment. Et vous ne mangez pas, vous attendez peut-être 8h, 9h, 10h, vers 11h. Vous pouvez prendre maintenant de fruits. Mais si vous êtes dans un environnement où il n'y a pas de fruits, ne vous gênez pas, continuez à boire de l'eau comme ça, en attendant de prendre un repas entre midi et 16h. Dans l'après-midi, ce que le blanc appelle dîner, le français appelle dîner, tu peux en prendre, mais évite d'en prendre après 20h parce que souvent quand on est fatigué, dès qu'on mange, le sommeil vient. Et quand le sommeil vient, on a de la peine à digérer et puis comme ça, on est en surpoids. D'accord. Fin de compte, quoi. Et lorsqu'on est en surpoids, il est difficile de s'en sortir. D'accord. Voilà. J'ai un souci similaire avec la dépense inutile de l'argent. J'aimerais en savoir plus et résoudre le problème. C'est Ndo depuis Yaoundé. J'ai dit que les Ndo, il faut m'appeler hors antenne. Bon, soit à ce numéro, soit on va vous communiquer mon numéro tout à l'heure par SMS, j'espère. Comme ça, vous allez m'appeler hors antenne, on va en discuter. Et ensemble, on verra ce qu'on peut faire. Okay. Voilà. Comment faire pour guérir des couches de nuit et les repas nocturnes? Bon, première chose, c'est de ne pas manger tard. De garder sa digestion propre, donc son tube digestif propre. Donc de veiller sur sa digestion et de ne pas manger tard. Première chose. Deuxième chose, si ça persiste, il faut regarder la chose là dans le cadre du scanner métaphysique qu'on appelle la voyance. Mais c'est après qu'on verra comment faire. Parce que sur cet autre plan, parce que le premier plan, c'est de veiller à ce que le tube digestif soit propre. Donc on digère bien, qu'on veille sur ce qu'on mange. Voilà, comme je venais de dire tout à l'heure. D'accord. Alors, Monsieur Rodrigue, depuis Ngaoundéré, j'ai un problème depuis longtemps maintenant. Je n'arrive pas à me construire, mes objectifs ne sont jamais atteints. Bref, tant de choses que je ne peux lister. Je pense qu'il y a quelque chose, j'ai besoin de votre aide. Rodrigue, vous allez avoir mon aide avec votre complicité en m'appelant hors antenne pour qu'on essaye d'échanger et pour que je comprenne. D'accord. Je crois que apprendre et comprendre ces deux choses différenciées, en apprenant de vous ce qui ne va pas et que je comprenne, je vais pouvoir vous être utile. D'accord. Voilà. Professeur Hermaniak Lipote, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à économiser. On a comme impression qu'ils ont ce qu'on appelle la main percée. C'est dû à quoi, professeur? Bon, la main percée, du point de vue métaphysique, on trouve la première réponse sur les lignes de la main et sur la chiromancie. Là, c'est la première réponse. Oui. C'est-à-dire, lorsque vous prenez la main de quelqu'un comme ça, vous pouvez savoir que cette personne ne peut pas économiser son argent dans la vie. Bon, en regardant sa main. La deuxième chose, si on regarde sa main, on ne trouve pas des indices. Là, on va donc scanner la personne, donc on va faire la voyance, parce que il peut aussi s'avérer que les mécanismes de la sorcellerie, l'envoûtement et tout, voudraient bien qu'ils vivent une vie inconséquente, c'est-à-dire
il boit, il gaspille son argent et tout, sans que lui-même il ne se rende compte ou il ne soit capable de prendre une décision pour que tout cela s'arrête. Voilà. D'accord. Patriarche, j'aimerais savoir, moi je suis du chiffre 9, qu'est-ce que ça signifie? C'est Léonce qui nous envoie ce message. Bon, les chiffres là, nous sommes en numérologie. Le 9, c'est l'utopisme. C'est les gens qui rêvent qu'il peut donner sa chemise à quelqu'un, hein, alors qu'il n'en a qu'une. Et ils sont, disons, les humanitaires qui s'intéressent trop à la socialisation. Donc, ce n'est pas forcément les amis, mais forcément le côté humain qui prévaut chez les personnes de ce chiffre, de ces nombres-là, pas le chiffre. Parce que quand on parle de chiffres, là, on n'est plus en numérologie. D'accord. Comment se protéger face aux maladies lancées par les gens? J'ai mon ami qui est mort d'un cancer de l'estomac que depuis le début de la maladie, on ne voyait pas. Et subitement, on a constaté à la dernière minute, quand il se faisait tard. C'est Franck qui nous envoie ce message depuis Bafoussam. Ouais. Bon, là, je dirais ceci. Il y a que on ne peut pas voir certaines maladies au départ parce que elles commencent comme si c'était l'amusement, une petite indigestion, ou bien vous pensez que c'est une intoxication alimentaire et vous vous retrouvez en train de boire des médicaments qui vont plutôt aggraver le mal. Alors, quand certains sortent le médicament, un risque que d'aggraver le mal que de faire autre chose. Bon, quand ce un sort, bon, vous prenez quelques médicaments, le mal recule, et puis la vie continue normalement. Bon, c'est pourquoi il faut toujours avoir un style de vie où, lorsqu'il y a un problème, l'investigation de la cause doit être primordial que de rester sur la manifestation. Là, je m'explique encore. Toujours se poser la question de savoir à quoi est dû mon mal. Cela sera plus nécessaire que de dire je dois me contenter du diagnostic qu'on te donne. Et si maintenant on ne te donne aucun diagnostic, comme dans son cas, oui, et que c'est tard qu'on va te dire que tu as mal, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la manière de te soigner qui a basculé ton corps vers le cancer? Tu ne sais pas. Parce que ça n'a pas été observé au départ du fait qu'on a fait confiance à un seul corps médical. Bon. Moi, je me demande lorsque les Européens peuvent décider eux aussi à ne plus être avec nous, on va avoir les médicaments comment? D'accord. Alors, on a ce message de Salomé de Yaoundé. Professeur, rien ne marche dans la vie de mes enfants. Comment faire? Je ne sais quoi faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. On va faire la voyance. C'est tout, hors antenne. Parce que c'est la voyance qui peut nous aider pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui ne va pas. Il faut faire la voyance. Voilà. On appelle les chiens par son nom. Hein. Oui. Donc, parce que souvent, quand on dit voyance, certaines personnes pensent que c'est l'amusement. Pourtant, non. On a ce message de Linda qui habite le Togo, qui aimerait vous rencontrer. Bon, moi je suis au Cameroun, Linda. On est déjà ensemble, même par WhatsApp. On peut se voir et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà.
Nous avons Gilbert de Yaoundé. Je n'arrive pas à épargner, moins encore à me construire ou encore de garder la femme. S'il vous plaît, j'aimerais votre aide. Je crois que c'est la même chose, ça rentre dans Bon, la même... ça tourne tout autour de la même chose. On a dit que si on mangeait bien, on devrait être protégé. Si on mangeait bien, on devrait être en harmonie vis-à-vis de soi-même. Si. D'accord. Maintenant, si on ne mange pas bien, ou on mange même bien, ça ne marche pas. Bon, que peut-être qu'on ne mange pas bien comme il faut, mais on mange quand même bien. Alors là, j'invite à ceux qui nous suivent là, à faire la voyance. Nous avons ce message de Dekbe Rodrigue à Berthois. Le christianisme est-il une religion occidentale ou africaine, professeur Emmanuel Lipotte? Bon, alors, les Africains réclament cette religion comme étant la leur. Mais sauf que leurs parents ne pratiquaient pas cette religion au départ. Bon, c'est peut-être parce que c'était leur religion que les Blancs ont bien mis ça dans leurs valises en venant en Afrique pour chercher les matières premières et nous redonner la religion, prendre les matières premières, partir avec. Et nous sommes restés, nous sommes riches, sous-sol riches, mais la pauvreté a continué à nous malmener, nous étant dans la prière. Donc il y a des situations qui sont un peu complexes parce que certaines personnes n'aimeraient pas qu'on les juge ou qu'on discute de leurs convictions religieuses. Donc parfois on passe pour des personnes antichrist ou bien qui sont contre la religion, mais en bon africain, ou alors panafricain, je ne sais pas comment dire ces choses, on devrait, je disais tout à l'heure, voir toutes les corporations devraient se mettre en voie de la recherche de l'indépendance. Bon, on ne va pas chercher l'indépendance politique, on cherche l'indépendance monétaire, on cherchera donc l'indépendance économique, l'indépendance médicale, l'indépendance religieuse, afin de retrouver nos sources qui sont dans nos traditions et qui sont en rapport avec nos ancêtres. On ne va pas défendre nos ancêtres avec des noms des Occidentaux qui nous plaisent plutôt que nos propres noms. Voilà, autant de choses. D'accord. Comment pouvoir distinguer le bon voyant du mauvais voyant, puisque j'en ai rencontré plusieurs et jusqu'ici mon problème n'a toujours pas été résolu. C'est Rodrigue depuis Yaoundé. Il faut qui se mouille de la rosée profite de la récolte. Il faut continuer. Il y a les gens, ses arrière-grands-parents sont morts à l'hôpital, ses grands-parents sont morts à l'hôpital, son père est mort à l'hôpital. Sa mère, tous les gens meurent à l'hôpital, lui-même n'est pas à mourir là-bas. Il ne se pose pas de questions. Alors, la seule chose qui peut vous mettre à l'abri, c'est d'apprendre à faire la voyance. Mais encore, apprendre à faire la voyance, c'est une étude initiatique, au risque de ne pas faire donc la voyance pour soi-même. Parce que le bon voyant n'est pas voyant pour lui-même. Il part tout ailleurs. D'accord. Professeur Emmanuel Lipotte, nous avons ce message de Kelly Diane qui aimerait savoir à quelle heure elle peut vous rencontrer pour une voyance. La voyance c'est tout le matin, 8 h, il faut être déjà à mon cabinet. Et puis 18h, non, 17h30 aussi. D'accord. Voilà, parce que en plein jour, au cœur de la journée, c'est pas trop ça. Voilà. J'aimerais savoir comment guérir du VIH lancé mystiquement. On fait la voyance et puis on voit la formule à appliquer, les ingrédients qui doivent être dans cette formule, on les achète et puis on fait le travail de tout rejouer. D'accord. J'ai mon fils, ses 2 testicules ne sont pas descendus. Comment faire? C'est Florent. Ça, c'est un travail de recherche qu'on va faire. Après, si vous avez tenté voir la chose du côté de la médecine officielle, sans suite, alors là, moi, je vais vous recevoir pour
étudier le dossier médical de votre enfant de manière holistique. Et puis, on verra qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, on a ce message de Simon de Yaoundé. Merci pour l'émission de ce soir. Je voulais savoir, est-ce facile de savoir qu'on a un diabète mystique? Et puis, je voudrais comprendre, Jésus-Christ est un grand maître. Si un disciple met en pratique ses enseignements, est-ce qu'il devient aussi un initié? Professeur Emmanuel, veuillez éviter d'appeler en ce moment, s'il vous plaît. Les messages le véritable problème, en ce moment, mais les appels se font hors antenne. Professeur. Le véritable problème, c'est que l'enseignement de Jésus se trouve où? C'est ça le problème. Il y a des livres qui ne sont pas à la portée des chrétiens. Il y a l'évangile de la paix de Jésus écrit par son frère Jean. Il y a l'imitation de Jésus. Si vous lisez ces livres-là, vous aurez une autre façon de comprendre la Bible. De l'évangile de Jésus, de son travail, comment ça s'est passé et tout. Bon, donc, mettre l'enseignement de Jésus en pratique, en passant uniquement que par le Nouveau Testament, ça ressemble un peu comme il faut prier. Parce que le Nouveau Testament a mis l'accent sur le côté à sensation de Jésus, beaucoup plus que sur l'enseignement proprement dit. Pourquoi? Parce que Rome, qui avait contribué à la crucifixion de Jésus, n'était pas censé de bien parler de Jésus jusqu'à ce qu'on le décide à travers des conciles. Concile de Nicée de 325 ou 26, je ne sais pas quoi, ça commence comme ça jusqu'à ce qu'un des conciles décide que désormais on doit dire que Jésus est le Fils de Dieu et le Fils unique. Bon, c'est comme ne parlait pas aux Camerounais même déjà qui étaient au Mniobé de l'UPC par rapport à l'indépendance du Cameroun. On ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'on a caché ça dans nos écoles. Moi, quand j'étais tout petit, si tu parlais de Oumniobé, simplement le mot là, tu es en prison. D'accord. Voilà. Donc il y a que, aujourd'hui on raconte les histoires de Oumniobé comme ça, mais personne n'est, c'est pas tout le monde qui sait ce qui s'est passé. À quelle forte raison, c'est qui est longtemps, qui s'est passé longtemps, aussi longtemps que on ne puisse l'imaginer et que ça nous a été rapporté par les colons, qui n'étaient pas forcément des humanitaires. Ok. Voilà. Professeur, merci pour votre savoir. J'aimerais savoir si la voyance a une répercussion sur le sujet. Nous savons que le scanner du blanc a les répercussions négligeables. Est-ce aussi le cas de la voyance? C'est Marc de Le scanner n'a pas de répercussions négligeables. C'est bien dit. À utiliser des scanners de manière répétitive, vous attrapez un cancer. Bon, donc le cancer n'est pas quelque chose de négligeable. Parce que vous cherchez toujours les pouces sur les calvities des Noirs. Quand on parle de voyance, là on commence à se poser des questions. Mais quand on parle de scanner, on ne se pose pas de questions. Sinon, peut-être que la personne ne sait pas que trop utiliser les scanners, on a des répercussions graves, surtout. D'accord. Et voilà. Le scanner naturel, voilà, maintenant, la voyance a quelles répercussions? Quelqu'un te ment et t'a menti. Il prend ça et prend le coup sur lui. Hein, parce que c'est le karma. D'accord. Si quelqu'un vient, tu ne sais rien en voyance, mais tu prends de l'argent, alors tant pis. Voilà, parce que là, c'est plutôt toi qui mens, qui prends le coup. Professeur Herman Yaglipo, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Alors, notre mot de fin, c'est qu'on dit d'abord merci aux personnes qui nous qui sollicitent des sujets, des thèmes ces derniers temps. Et nous invitons à ce que d'autres thèmes nous soient proposés parce que le formol alimentaire et le pain aujourd'hui, ça c'est les thèmes des téléspectateurs. Nous attendons vos thèmes. Voilà. Merci, professeur Herman Yaglipo. Merci à la technique. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis
du début à la fin. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de réécouter cette émission sur YouTube. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine, mardi, à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.